aujourd'hui porte essentiellement sur les différentes démarches à effectuer sur robot pour bien sûr modéliser et dimensionner tous les éléments d'un portique de stabilité avec une ferme triée constituée par des éléments en double cornière ainsi qu'un poteau en profilé avec la unité. Donc je vais commencer toujours par la modélisation, le chargement, la génération des combinaisons de charge et le dimensionnement. Et bien sûr, j'insiste toujours sur la partie coefficient de flambement pour les différents éléments. Dans une ancienne vidéo, je vous ai montré toutes les étapes qu'on a effectuées pour dimensionner tous les éléments de la ferme pour un portique à faire le trier, ainsi que les coefficients de flambement pour chaque famille ou bien pour chaque élément. Aujourd'hui, l'ensemble va être modélisé sur robot avec une partie qui porte sur la modélisation des poteaux. Donc toujours, puisqu'il s'agit bien d'une modélisation en 2D, je vais travailler avec le portique. Donc j'ai cliqué sur étude d'un portique plan et pour commencer un nouveau projet. Avant de commencer la modélisation, je vais vérifier d'abord les normes de conception. Si je reviens ici le cours du charpente métallique, on va dimensionner tous les éléments de la structure en se basant sur la norme de le code 3. Plusieurs chapitres ou bien plusieurs parties dans le code 3 pour les constructions d'une façon générale métallique. La norme française 1993-1, c'est la partie pour l'étude des bâtiments en charpente métallique, que ce soit les fermes métalliques ou bien les bâtiments classiques à usage d'habitation. Donc, si il s'agit bien d'un bâtiment industriel ou bien d'un bâtiment d'un dépôt de stockage ou bien d'un immeuble en charpente métallique à usage d'habitation, c'est cette norme-là, la norme française 1993-1, c'est la partie pour l'étude et le dimensionnement, et c'est les règles générales pour les bâtiments en charpente métallique. Les autres sont pour d'autres types de projets. Donc je reviens au robot et je vais aller à outil préférence de la tâche et dans norme de conception pour les structures en acier aluminium, c'est la norme française 1993-1 qui est pour l'assemblage, c'est la même chose. Et pour les pondérations, pour la génération des combinaisons de charge, donc c'est la norme française modifiée en décembre 2011. Lorsque je vais cliquer sur OK, bien sûr, ici les paramètres pour les barres, tels que les paramètres de formement, de déversement et tous les paramètres nécessaires pour le dimensionnement et les différentes vérifications pour chaque élément, elles sont définies par défaut selon l'ancienne norme CM66. Donc, elles seront modifiées vers la norme française 1993-1, c'est le code 3. Donc, avant de finir avec cette partie-là, n'oubliez pas toujours de modifier ici pour simplifier la génération de charge, la force en mécanique. Je vais commencer maintenant par la génération des lignes de construction, bien définition des axes. Par rapport à et un portique de stabilité d'ouverture d'un mètre symétrique, donc je vais créer deux espacements égaux de 10 mètres. Par rapport à Z, la hauteur des poteaux égale à 8 mètres et la hauteur du montant intermédiaire égale à 1 mètre ainsi que la hauteur totale de la construction égale à 10 mètres. Donc je vais ajouter un espacement de 1 mètre et je vais changer le libellé en valeur. Il s'agit bien, comme une section choisie juste pour la modélisation. Après, on va vérifier ça. Pour les poteaux, il s'agit bien d'un IPE 270. Donc, je vais chercher dans Standard la famille IPE et le profilé IPE 270. Pour le poteau.
Pour le pied poteau, il s'agit bien d'un pied poteau articulé, donc la rotule comme un appui extérieur pour notre construction. Pour la membrure inférieure, il s'agit bien d'une double cornière 100 x 10. Et ces résultats-là, pour tous les éléments de la ferme, tous les éléments ont été dimensionnés avec robot dans l'ancienne vidéo avec un modèle simple de la ferme uniquement. Donc, composé, double cornière, la distance D, ici c'est l'épaisseur du gosset. Je vais réaliser la membrure inférieure avec double cornière, assemblée entre eux à travers une gosset, l'épaisseur 0,8 cm ou bien 8 mm. Et il s'agit bien d'une de double cornière 100 x 10 pour la membrure inférieure. Pour la membrure supérieure 80 x 8, « 70 x 7 pour les diagonales et 50 x 5 pour les montants. » Donc je vais commencer par la membrure inférieure, 100 x 10. La membrure supérieure, 80 x 8. Le montant intermédiaire, il s'agit bien d'un IPE 100. Montant du rythme. J'ai 4 espacements et 5 pannes. Je vais diviser cette barre-là en 4 parties égaux, sans diviser une barre. Je peux ajouter maintenant, il s'agit bien d'une ferme en V, triée en V, et je vais ajouter les montants intermédiaires, il s'agit bien de double cornière 50 x 5 à L égale. Pour les diagonales, 70 x 7. Et comme je vous ai dit, pour le montant du livre, il s'agit bien d'un IPE. Donc, pour la liaison entre membrure inférieure poteau et membrure supérieure montant, il s'agit bien d'une articulation. Donc, je vais ajouter un relâchement à ce niveau-là. Je vais cliquer sur définition de la structure, relâchement. J'ai dit qu'il s'agit bien d'une articulation. Je vais mettre la flèche devant articuler à gauche, encastrer à droite, et je vais cliquer sur ce barre-là. Et avec cette méthode-là, j'ai créé 2 relâchements à ce niveau-là, et je suis sûr qu'il s'agit bien d'une articulation. Et donc la liaison entre membrure supérieure et l'autre élément, membrure inférieure et membrure supérieure avec les éléments verticaux, gauche à gauche, il s'agit bien d'une articulation. Vous savez que tous les éléments de la ferme travaillent et transférant uniquement les efforts axiaux, qu'ils soient de compression ou de traction. De même, je vais obliger aux barres de la ferme de transférer uniquement les efforts axiaux. Donc, tous les éléments de la ferme travaillent transférant uniquement les efforts axiaux. Je vais cliquer ici sur barre de trier traction compression et les barres que je vais sélectionner vont transférant uniquement les efforts axiaux, qu'ils soient de compression ou bien de traction. Et je vais cliquer sur les diagonales intermédiaires, les montants intermédiaires et les montants de. Pour les potelets, et vous savez que pour une charpente métallique, il existe des potelets pour la base pignon avant et la base pignon arrière. Son rôle essentiel, c'est de transmettre la charge du vent vers les nœuds
et par la suite vers les poutres au vent pour stabiliser la structure vis-à-vis le vent longitudinal. Et je vais créer deux potelets à ce niveau. Je vais translater ces deux nœuds-là vers le bas avec une hauteur égale à la hauteur des poteaux, avec une distance qui est égale à la hauteur des poteaux. Et je vais ajouter deux barres demi-pieux 180, c'est pour les deux potelets, avec un appui rotule en bas. Puisque les IPE sont caractérisés par une forte inertie par rapport à Y et une très faible inertie par rapport à Z, donc je vais faire tourner les diagonales, les potelets d'un angle égal à 80 parce que ces barres-là travaillent comme étant des poutres et sont soumises à une charge répartie et c'est l'action du vent appliquée sur la petite face ou bien sur la face pivot. Pour faire tourner ces barres-là, je vais utiliser angle gamma. Et je vais faire tourner les barres d'un angle égal à 90. Comme ça, l'inertie qui va participer pour la résistance, c'est l'inertie par rapport à Y. De même, pour la membrane supérieure, les ailes c'est vers le haut, qui joue le rôle d'un appui pour les pattes. Donc je vais faire tourner la membrane supérieure d'un angle égal à 180. Regardez maintenant la disposition de la section. Et la panne, elle va appuyer directement sur la partie supérieure ou bien sur les deux ailes de la membrure supérieure. Et maintenant, puisque j'ai travaillé sur la moitié, je peux effectuer une copie par miroir pour finir avec la modélisation de notre portabilité. Mais, comme je vous ai dit, ces potelets-là, son rôle uniquement, c'est de supporter l'action du vent appliquée sur cette face-là, la face pignon. Donc, je vais libérer au niveau des nœuds 6 et le nœud 8. Je vais libérer le déplacement par rapport à X. Je vais afficher ici le repère local, le déplacement par rapport à X et la rotation par rapport à Y pour obliger ces barres-là de supporter uniquement l'action du vent qui frappe la face pignon et de négliger les charges descendantes telles que les charges permanentes et la charge d'entretien. Donc ces barres-là, je vais faire tourner ces barres, j'ai fait tourner ces barres-là d'un angle de 90 parce qu'elles sont soumises à la flexion par rapport à l'axe ici par rapport à l'axe X et donc pour minimiser la section des potelets, j'ai fait tourner la barre d'un angle de 90 pour que Y et L qui participent dans la résistance de la barre. Et pour éviter que cette barre-là soit sollicitée par les charges descendantes, je vais créer un relâchement ici, à ce niveau-là, pour éliminer ou bien pour relâcher le déplacement par rapport à X, le déplacement vertical de cette barre-là, et comme ça, elle va rien supporter comme charge ascendante. Je reviens ici dans relâchement, et je vais créer un nouveau relâchement qui s'appelle potelet CA. Dans l'origine, je ne vais rien relâcher, et dans l'extrémité, je vais relâcher le X, le déplacement vertical, et le RY, la rotation par rapport à l'axe Y. Avec cette méthode-là, le potelet, elle va supporter uniquement la charge du vent qui frappe la petite face de notre charpente métallique. À l'échelle réelle, c'est-à-dire sur chantier, elles vont réaliser ici un assemblage avec un trou au blanc, c'est pour libérer le déplacement vertical ainsi que la rotation par rapport à lui. Puisque j'ai fini avec la moitié de notre portique, je vais effectuer une copie par miroir pour avoir l'ensemble qui représente notre portique du CLD. Le plus important ici, c'est que toutes les conditions qui ont été ajoutées sur la moitié gauche, elle sera automatiquement copiée pour la partie droite. Pour la modélisation suivante, je vais commencer le chargement. Et bien sûr, pour le chargement, je vais générer l'action du vent comme une action variable et une première charge à appliquer pour notre figure.
Il s'agit bien d'un bâtiment sans acrotère, avec une profondeur égale à 60 mètres, un trax entre les portiques égale à 6 mètres, et je vais considérer uniquement l'action du vent. Et dans paramètres, vous avez un vent 2, juste un exemple traité, et une altitude de la construction égale à 10 mètres. Site normal, pression normale, et une pression dynamique de base. Pour la région 2 et les suites normales, je vais regarder le cours. Région 2, c'est 70. Plus 10 égale 70, ça fait 10 kN par mètre carré. Aucune action spécifique. Et vous avez ici, on va accumuler le vent comme dans une pression constante appliquée sur les parois verticales ainsi que les versants. Pour la neige, ici, désactivée parce que j'ai coché uniquement le vent, on va considérer uniquement l'action du vent. Et la perméabilité, on va considérer quand notre construction est fermée, sinon vous pouvez afficher, et bien vous pouvez taper ici la valeur de la perméabilité pour chaque paroi. Pignon gauche, pignon droite, pignon avant et pignon arrière. Et je vais générer l'action du vent. Vous avez vent gauche-droite, droite-gauche et avant-arrière, sur pression et dépression. À part de ces charges-là, aussi, j'ai les charges permanentes. Et je vais nommer comme charge permanente toutes les charges permanentes, c'est le poids propre de tous les éléments de la structure. Poids propre de la structure. Pour le poids propre de la structure, bien sûr, je vais appliquer le poids des éléments qui existent dans notre modèle de T, ainsi que les autres éléments de remplissage, panne et couverture. Pour les pannes et les couvertures, les charges seront calculées et je vais appliquer ça pour les membres sur les membres supérieurs en tant que charge répartie par mètre linéaire. Comment je vais déterminer cette valeur-là? Vous avez par exemple une couverture qui pèse 7 mécanitons par mètre carré, donc la charge répartie c'est 7 fois l'anthrax entre les portiques, puisqu'on traite le portique le plus sollicité, c'est le portique intermédiaire. Poids propre de la panne égale à 6, par exemple, donc 6 multiplié par 6 pour avoir la charge répartie sur la membrane supérieure. Donc, supposons que pour les pannes, il s'agit bien d'un IPE 120, donc outil base de profilé, et je vais chercher le poids d'un mètre linéaire d'un IPE 120. Son poids égale à 10,4. 10,4 sur l'espacement, c'est le poids par mètre linéaire, multiplié par 6 pour avoir la charge répartie sur la membrane supérieure. Donc, le poids d'un mètre linéaire d'une panne IPE 120 égale 10,4. Et vous avez ici une traverse de longueur 10 mètres. 10 sur 4, ça fait 2,5. Donc, 10,4, le poids d'un mètre linéaire d'une panne IPE 120 sur 2,5, l'espacement entre les pannes, multiplié par 6 mètres, l'anthrax entre les portiques, c'est la charge répartie appliquée sur la membrane supérieure. Plus la couverture qui est égale à 7 mécanitons par mètre carré, multiplié par 6 pour avoir la charge permanente totale. Donc, la valeur, donc 10,4 c'est le poids d'un mètre linéaire d'un IPE 120 sur 2,5 c'est le poids par mètre carré, multiplié par 6. C'est le poids propre des pannes, ou bien c'est la charge appliquée par les pannes sur la membrane supérieure, 24, c'est pratiquement 25 mécanitons. Maintenant, 7, c'est le poids d'un mètre carré d'un panneau en bac acier, multiplié par 6 pour la charge par mètre linéaire. 42, donc plus 25, ça fait 67, c'est la charge permanente totale appliquée sur,
engendrée ou générée par couverture principale appliquée sur la motrice circulaire. Moins 66. Pour la charge d'entretien, bien sûr, il s'agit bien d'une charge d'exploitation. Et la valeur, c'est 25 décalnewtons par mètre carré. 25 fois 6, ça fait moins 150 newtons par mètre carré. Vous avez ici toutes les charges appliquées, l'action du vent, la charge d'entretien et le poids des différents éléments de la structure. Donc, le robot, elle va calculer automatiquement le poids propre des éléments qui existent entre modèles et j'ai ajouté ici le poids propre des la charge permanente engendrée par ou bien le poids propre des pannes plus la couverture. Je vais générer maintenant les combinaisons automatiquement, donc chargement combinaison automatique. Je vais générer des combinaisons complètes et je vais générer des combinaisons avec une ligne et avec une ligne. Vérifiez ici que toutes les charges ont été sélectionnées et il faut faire attention ici pour le vent. Vous avez ou bien un vent normal ou bien un vent extrême. Ça dépend de la pression du vent. Pour notre cas, la pression ou bien le type, elle est normale. Donc, selon le code 3, elles vont majorer cette valeur-là par 1,2. Je vais sélectionner le vent ici et le coefficient ici, je vais changer de 1 vers 1,2. Si il s'agit bien d'un vent extrême, vous n'avez rien effectué comme modification. Groupe permanente avec A, l'exploitation O et le vent O exclusif. Okay? Pour les relations G permanente A, exploitation O et vent et le O exclusif. Okay? Et je vais générer les combinaisons. Toutes les combinaisons ont été générées. Pour afficher toutes les combinaisons de charge, je vais aller à chargement, tableau de combinaisons. Vous avez ici toutes les combinaisons possibles générées par le logiciel robot. Pour afficher ces combinaisons-là ici, je vais sélectionner tout et je vais cliquer sur le bouton droit, transformer combinaison en combinaison. Et maintenant, toutes les combinaisons s'affichent ici. La dernière étape de notre modèle, c'est de dimensionner, comme je vous ai dit, les poteaux. Je vais aller à dimensionnement des barres acier aluminium. Et la première étape à réaliser, c'est de modifier les paramètres de flambement pour notre poteau. Je vais créer une nouvelle fiche pour les poteaux. Ok. Donc, pour le flambement, bien sûr, je vais considérer la longueur totale du poteau. Elle va flamber sur toute sa longueur par rapport à Y et par rapport à Z, donc un coefficient égal à 1. Pour le flambement par rapport à YY, il s'agit bien d'un poteau articulé en bas et non contreventé dans le sens transversal, donc ce nœud-là, je vais le considérer le calcul favorable comme étant un nœud libre qui se déplace. Donc une valeur estimée égale à 2 pour le cas articulé libre. Pour bien saisir ou bien pour saisir la valeur exacte, il faut effectuer un calcul manuel en fonction de la rigidité de ce cellule. Pour le flambement par rapport à Z, vous avez un poteau articulé. Donc articulé par rapport à Y, mais je vais le considérer comme étant encastré par rapport à Z, par rapport à Y articulé par rapport à Z encastré, parce qu'il ne se déplace pas.
elle ne peut pas effectuer une rotation parce que les deux boulons sont dans le sens longitudinal. Et vous avez ici un contreventement pour le croix centré, donc je vais considérer que ce nœud-là, pour le flambement par rapport à ZZ, elle me fixe. Donc, la valeur du coefficient de flambement encastré, sans translation, et la valeur égale à 0,5 parce que j'ai assimilé les deux liaisons comme étant encastré. Pour le paramètre de charge, donc un moment uniforme ou bien variable pour les deux. Bien sûr, à l'état limite de service, je vais vérifier le déplacement par rapport à x qui ne dépasse pas le h sur 150. Une autre remarque, je vais effectuer maintenant un dimensionnement en se basant sur la vérification sur le flambement, mais il faut après aussi vérifier le déversement encore une fois. Donc je vais vérifier flambement et après le déversement. Cette fiche-là, ou bien ces paramètres-là, je vais l'appliquer pour les deux poteaux considérés. Et à l'état limite du le dimensionnement, et je vais cocher uniquement le 9, et qui rassemble toutes les combinaisons à l'état limite du générées automatiquement par le robot. Et je vais vérifier les deux pièces, poteau numéro 1 et le poteau numéro 2. Je lance le calcul élément fini, et après je lance le calcul. Donc pour les deux poteaux, un IPE de 170 est largement suffisant, ou bien 220. 220 est largement suffisant pour la stabilité vis-à-vis le flambement. Et vous avez ici toute la note du calcul détaillée. Vous avez donc l'élément le plus sollicité pour les poteaux, c'est la barre numéro 1, et voici la combinaison la plus défavorable. Voici la combinaison la plus défavorable. Donc la même chose à effectuer après, il faut juste désactiver le flambement et activer le déversement pour effectuer la deuxième vérification. Les poteaux sont des éléments qui sont soumis à la friction composée, donc je dois vérifier la résistance de la section transversale, sa résistance vis-à-vis du flambement et vis-à-vis le déversement. Le plus important pour moi, c'est le point de départ pour le calcul manuel. Donc vous avez ici un IPE de 120 qui vérifie la condition de stabilité de la barre bien des poteaux vis-à-vis du flambement. Et vous pouvez, pour confirmer le résultat, vous pouvez vérifier ça manuellement. Par rapport à quelle combinaison? C'est par rapport à la combinaison numéro 18. Donc, voici le résultat robot, mais pour afficher les diagrammes des étoiles internes, il faut mettre ici la combinaison 18 à l'état limite du plus et afficher les résultats des grands barres en termes de moment. En termes d'effort tranchant et de l'effort manuel. Donc vous avez ici la combinaison la plus défavorable, vous pouvez afficher le diagramme des efforts internes, NNT, pour effectuer un calcul manuel et pour vérifier le poteau vis-à-vis du flambement et pour comparer les résultats par rapport au robot. Pour une deuxième vérification, l'IPE de 120 pour les deux, elle est largement, elle vérifie les conditions de résistance à l'état limite, c'est-à-dire ici IPE 220 pour les poteaux, elle vérifie la stabilité vis-à-vis le flambement. Je reviens à la fiche et je rajoute la deuxième vérification nécessaire, c'est le déversement. Et ici, vous avez ici, pour l'aile supérieure et inférieure, il faut taper ici la valeur de Kz, qui est égale à 0,5. Il faut mettre ici le Kz. IPE de 120, c'est insuffisant.
Et je vais chercher IPE 240 pour la première, pour le premier poteau. Et ici, IPE 270. Donc pour les deux poteaux, je vais changer la section en IPE 270. Et je vais effectuer de nouveau toutes les vérifications nécessaires. Pour les deux poteaux, les deux pièces, et vérifier. Pour le poteau numéro 1, c'est la combinaison 18. Pour le poteau numéro 2, c'est la combinaison 35 qui est N pour découvrir. Donc, un IPE 270, c'est l'élément, c'est la section qui vérifie les deux conditions. À l'état limite et à l'état limite pour la vérification de la section transversale, contrôle de la section, et de la stabilité vis-à-vis du fondement et vis-à-vis du déversement. Et une dernière vérification pour s'assurer de ce résultat-là, je vais ajouter la vérification à l'état limite service 12 par rapport à la combinaison 12. Et je vais annoncer le calcul. Un IPE de 170 est insuffisante parce que le déplacement de cette poteau est non vérifié. Elle dépasse. Ah, ok. Ici, c'est très grande. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois. Ici, regardez pourquoi j'ai dit que. Lorsque je. Maintenant, le robot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effectuer la vérification à l'état limite, déjà vérifié pour le IPE 170. Le problème, c'est au niveau de la vérification à l'état limite service. La valeur est vers l'infini ici parce que vous avez un poteau qui n'est pas livré ici, qui n'est pas attaché ici. Donc, je vais changer l'appui en bas vers un appui encastré. Donc, le IPE 270 vérifie toutes les conditions à l'état limite. Le problème, c'est un problème de déplacement tel poteau. La valeur étant vers l'infini parce que vous avez un poteau non stable. J'ai modifié ici l'appui en bas, encastré cette fois-ci pour les poteaux. Pour les poteaux, je ne pense pas qu'il y a un problème. Et je relance le calcul de nouveau. Ça reste toujours insuffisant pour le IPE 270 parce que vous avez un déplacement qui égale 7 cm par rapport à 5,3 qui est égal le L sur 150, c'est insuffisant. C'est 3 fois plus grand que la valeur limite du déplacement de cette poteau. Donc c'est un IPE 360 qui vérifie maintenant la condition de la flèche. Je modifie les deux profilés, IPE 360, et je vais vérifier encore une dernière fois si c'est le IPE 360, il vérifie toutes les conditions à l'état limite et à l'état limite service. Je lance le calcul global de la structure et je vais lancer le calcul ici pour vérifier. Il y a un problème, je pense. C'est ça. 5,7. C'est toujours. Ah, ok. J'ai compris. C'est toujours un problème de déplacement vertical. Déplacement horizontal. 5,7 dépasse le 5,3. Donc, je vais chercher un profilé plus important. IPE toujours. Ça vérifie. Donc maintenant, IPE 400 vérifie toutes les conditions à l'état limite, contrôle de la distance de la section transversale, stabilité, les instabilités élastiques telles que le flambement et le déplacement, et aussi le déplacement tête poteau. Ici, c'est 4 inférieur à 5,3 qui représente
la valeur limite. Donc, j'ai modélisé la structure, j'ai saisi et préparé la fiche pour les différents paramètres pour le poteau. On doit vérifier la stabilité du poteau à l'état limite ultime et à l'état limite service. Pour l'état limite ultime, 3 vérifications nécessaires: résistance de la section transversale, flambement et déversement. Il faut faire attention ici pour les paramètres saisis. Et à l'état limite service, il faut vérifier que le déplacement de poteau ne dépasse pas le H, la hauteur du poteau, sur 150. Donc, 360 vérifie toutes les conditions à l'état limite ultime avec le 270, mais le problème reste toujours un problème de rigidité. Donc, c'est pour cette raison que j'ai changé l'appui en bas en encastrement pour minimiser le déplacement horizontal pour le poteau, et j'ai augmenté la section pour que cette condition soit vérifiée. Et maintenant, le profilé qui vérifie toutes les conditions, quel que soit à l'état limite ultime et à l'état limite service, c'est le profilé HEA EPE 400. C'est ça. Donc, voici les différentes. Pourquoi j'ai effectué toutes ces vérifications-là avec la VTV et l'état limite ultime? Parce qu'il s'agit bien d'un élément qui est soumis à la flexion composée. Donc, on doit vérifier la résistance de la section transversale, sa stabilité vis-à-vis de flambement et vis-à-vis de déversement. À l'état limite ultime, pour un élément vertical, il faut vérifier le déplacement tête-poutre. Hein. S'il s'agit bien d'une poutre, on a vérifié l'autre fois, la flèche ne dépasse pas la flèche limite. Et dans la norme, vous avez les différentes valeurs des déplacements limites et des flèches limites. Je vous remercie.